Bienvenue pour ce 8e épisode d'Obsession, le podcast où je reviens sur un sujet qui me passionne. Aujourd'hui, on va parler jeu de rôle, ce qui est habituel, mais on va aussi parler art contemporain, ce qui l'est moins parce que c'est pas forcément dans ce qui m'intéresse le plus et ce que je maîtrise le plus. Récemment, je suis allé voir l'exposition Rammellzee au Palais de Tokyo, et très vite j'ai vu les ponts qu'on pouvait faire avec le jeu de rôle, identifiant ce que je pouvais en tirer dans ma propre pratique, dans ma création. Et je me suis dit que ça pouvait faire un très bon sujet de vidéo, non pas sur l'art contemporain en soi, mais sur ce qu'on pouvait tirer d'une telle exposition pour du jeu de rôle, pour créer, pour s'inspirer, pour arriver à faire des choses assez intéressantes. D'ailleurs, dans mon dernier épisode de Multimonomanie, j'évoquais la chaîne YouTube Tonnerre Implacable. Et au final, c'est un travail assez similaire que je veux faire ici. Prendre un sujet qui n'est pas forcément lié du premier abord avec le jeu de rôle, et voir ce qu'on peut en faire, comment on peut s'en inspirer. Donc on va beaucoup parler aujourd'hui de Rammellzee, ça va être le sujet central, et j'imagine que la plupart d'entre vous ne le connaissez pas. Alors, qui est Rammellzee? Pour le décrire, le plus simple, c'est d'imaginer un artiste total. Graffeur, rappeur, sculpteur, théoricien, costumier, bricoleur, performeur, il est tout ça à la fois, et il a une énorme réflexion sur son art et ce qu'on peut en faire. Il est né dans les années en 1960 exactement, et il est mort à 49 ans, probablement des suites de toutes les vapeurs toxiques qu'il respirait en créant ses œuvres. Ça a dû énormément jouer. Mais entre-temps, il a eu le temps de bâtir un univers que je trouve assez unique et réellement passionnant. Rammellzee, c'est l'art comme champ de bataille. Son quartier général, déjà, ça s'appelait The Battle Station. C'était un appartement transformé en base créative, où il fabriquait ses costumes, ses armures, ses tableaux, et où il accueillait d'autres artistes, parce qu'il a énormément travaillé avec d'autres artistes très influents. Au premier lieu, je pense à des figures majeures comme Jean-Michel Basquiat et Toxic, avec qui il composait un trio artistique nommé The Hollywood Africans. D'ailleurs, c'est Basquiat lui-même qui a dessiné la pochette de Beat Bop, un disque produit et fait par Rammellzee lui-même et par Carob. Rammellzee, on le retrouve aussi dans Strangers in Paradise, le film de Jim Jarmusch où il fait une apparition. Comme on l'a vu ici, c'est quelqu'un qui était très intégré dans le monde de l'art, mais dans une partie un peu périphérique. Et ce qui va nous intéresser beaucoup aujourd'hui, ça va être une de ses théories, quelque chose qu'il appelait l'iconoclaste panzérisme. Pour faire simple, selon lui, les lettres de l'alphabet, elles ont été capturées, militarisées, accaparées par les forces du pouvoir, et lui, il souhaite les libérer. Chaque lettre, ainsi, ça devient comme une arme, chaque mot un véhicule blindé. Et quand on y réfléchit, on n'est pas loin d'un livre que j'avais déjà évoqué dans une vidéo, 2084 de Boualem Sansal, où là, le langage, c'est l'inverse, le langage est une prison. Là, Rammellzee, lui, il appelle à la guerre, le graphe comme insurrection grammaticale. C'est un premier pont et vous verrez qu'on en fera plus tard. Si vous voulez aller plus loin sur tout ça, sur Rammellzee, sur son art, sur sa réflexion, je vous conseille le livre Rammellzee Racing for Thunder de Maxwell Wolf et Jeff Mao. C'est l'ouvrage de référence qui, moi, m'a servi pour faire cette vidéo. C'est à la fois une biographie, une somme artistique et une excellente porte d'entrée pour le monde de Rammellzee. La première chose que je retiens pour du jeu de rôle de Rammellzee, c'est cette capacité à détourner les signes, à se réinventer, prendre quelque chose qui est censé être fixe, une langue, une lettre, une carte, et en faire autre chose. Et visuellement, son travail, c'est un véritable feu d'artifice. À la croisée de plein d'influences différentes. Des armures construites en matériaux de récup, mais qui en imposent. Du do-it-yourself, mais qui a de la gueule. Une esthétique chargée, surréférencée. Mais avec des appels du pied à la science-fiction, aux comics, au codex du Moyen-Âge au Japon, au Moyen-Âge réinventé, du manga, l'utilisation du spray, le chaos, tout ça à la fois. Et même dans les tableaux de Rammellzee, on n'est plus dans les armures, là on passe au tableau, on sent une véritable puissance narrative. C'est pas juste des images, chaque tableau en soi c'est des fragments d'univers, des cartes qu'on éclate, des systèmes qu'on devine un peu sans les comprendre tout à fait. Et ça déborde, ça explose. Pour moi, c'est exactement le genre de choses qui nous donne envie de créer, de s'inspirer. Et en jeu de rôle, pour le jeu de rôle, c'est ce genre d'œuvre qui donne un point de départ. Un monde où on a envie de rentrer, d'envoyer ses joueurs, d'écrire.
une esthétique qui claque, qui t'embarque immédiatement. Quand on écrit pour le jeu de rôle, que ce soit un scénario, un univers ou juste une ambiance, c'est un truc essentiel pour moi. Faut aller chercher ailleurs, sortir des sentiers battus, aller voir dans d'autres pratiques artistiques, d'autres traditions, et c'est là qu'on trouve les idées les plus fertiles. C'est exactement ce que m'a permis de faire une autre expo qui, pour moi, était très marquante, l'expo Black Indians, présentée en 2022-2023 au musée du Quai Branly. Si vous en avez l'occasion, je vous recommande d'ailleurs vivement le catalogue que j'ai à la maison, et qui m'a beaucoup inspiré. Il est magnifique, très bien documenté, réellement inspirant. L'expo, elle portait sur une tradition qu'on retrouve à la Nouvelle-Orléans, la tradition, la culture des Black Indians, en particulier à l'occasion de Mardi Gras. C'est des costumes faits de plumes, de perles, de broderies, des danses, des chants, des défilés. Mais derrière le spectaculaire, il y a une histoire lourde, quelque chose d'extrêmement politique, celle d'un héritage afro-amérindien, d'une réponse à la domination blanche. C'est pas juste du carnaval, c'est de l'autoreprésentation. Une manière de dire, on est là, et on va se raconter nous-mêmes. D'ailleurs, si vous avez vu la série Trémé, une série HBO magnifique sur la vie à la Nouvelle-Orléans après l'ouragan Katrina, vous avez déjà sûrement croisé ces Black Indians, dans la rue, dans les musées, dans les conflits. Parce que c'est pas juste folklorique, comme je le disais tout à l'heure, c'est extrêmement politique, c'est spirituel, c'est poétique. Et si vous n'avez pas vu Trémé, eh bien allez regarder Trémé. Voilà. Ce que j'en retiens pour la création, c'est encore cette idée de costume comme langage, comme chez Ramelzy. Une esthétique saturée, signifiante, vivante, qui raconte une histoire avant même qu'on ait dit un mot. Et aussi, dans cette tension entre l'héritage de la tradition, la mémoire et l'invention. Et ça part pas de rien, on brode sur cet héritage. Et la broderie, chez les Black Indians, c'est pas juste décoration, c'est une mémoire cousue, une fierté incarnée. Et c'est exactement pour ça que j'aime mobiliser différentes œuvres, différents mondes, quand j'écris pour le jeu de rôle. C'est souvent une ou plusieurs inspirations centrales, et après, à partir de laquelle on fait des ponts. On crée des trajets entre différentes pratiques, différents récits, différents gestes. Comme ce qu'on peut faire là entre les armures bricolées de Ramelzy et les broderies rituelles des Black Indians. Parce qu'au fond, on parle de la même chose, du besoin de signifier, de transformer, de résister, avec style. Et d'ailleurs, ça me permet aussi d'évoquer l'éléphant dans la pièce. On est, que ce soit chez Ramelzy ou chez les Black Indians, sur quelque chose d'extrêmement politique. On parle de lutte contre l'oppression, de lutte des classes, on parle de la lutte contre une forme d'hégémonie culturelle, une façon de se réapproprier et de faire exister une culture qui aurait pu être oubliée. Et c'est là que je reviens à ma pratique de meneur ou de créateur. Une grande partie de mon plaisir dans l'écriture ou l'improvisation d'un jeu de rôle, ça vient de la transposition. Comment on transforme ces inspirations qu'on a évoquées, visuelles, culturelles, artistiques, parfois intimes, parfois codées, en éléments ludiques? Comment en faire des personnages, des factions, des intrigues? Comment faire en sorte que ça tienne en jeu et que ça provoque des réactions chez nos joueurs et chez nos joueuses? Le plus simple pour moi, là, il me semble, ça va être de vous proposer des exemples pour différents éléments, avant de parler des types d'univers qu'on peut mobiliser sur Ramelzy. On va commencer tout simple, par la création de personnages en s'inspirant de Ramelzy. On va prendre le plus simple, une armure de Ramelzy comme point de départ. Pas juste le style visuel, mais tout ce qu'elle raconte derrière. On peut très bien l'imaginer comme un exosquelette, un prolongement du corps et de la pensée, un objet technologique, technomystique, chargé de sens, une sorte de totem ou d'interface vivante entre la personne et le monde. On part de là. Et très vite, on a nos premières questions qui fusent. Qu'est-ce qui porte cette armure? Quelle est cette voix? Son langage corporel? Est-ce que c'est un individu ou un rôle qui est transmis? Qu'est-ce que cette armure protège ou dissimule? Un traumatisme ancien? Un message crypté? Une appartenance secrète? Est-ce qu'elle est sacrée? Est-ce qu'elle rend fou? Est-ce qu'elle parle? Et à partir de là, on tisse la toile, on prend le fil et on tire. On peut bâtir un personnage complexe, visuellement marquant, et thématiquement très chargé. Quelque chose de vraiment intéressant. Pour un personnage, on peut aussi partir de la personne même de Ramelzy. Ce que j'évoquais tout à l'heure, ça peut être une sacrée inspiration, quelque chose de vraiment tragique. Cet artiste qui développe une nouvelle théorie de l'art comme moyen de lutte, qui en devient obsédé, et qui s'enferme dans son art et finit même probablement par en mourir.
Et on peut aller loin à partir de ces idées. On peut imaginer des groupes complets qui fonctionneraient sur ces principes. Ici, l'influence de Ramelzy, elle peut se mêler à d'autres traditions où l'esthétique est aussi une stratégie. On pense aux gangs masqués des rues new-yorkaises, on pense aux tribus des Black Indians. C'est des collectifs qui défendent leur territoire ou leur mémoire. Ça peut être par la violence directe, mais aussi par des rituels de présence, des parades, des performances, des costumes éclatants, des affrontements symboliques. Et on peut transporter ça en jeu par la création d'une ou plusieurs factions urbaines qui fait de l'esthétique une arme. Leur pouvoir, ça se mesure pas seulement en nombre ou en armes, mais en influence visuelle. Ils occupent la rue, marquent l'espace, imposent leur symbolique. Et là, on est au cœur du street art récent. Il y a quelques références aussi qui peuvent nous sauter immédiatement aux yeux. Je pense en livre à l'excellent Melmoth Furieux de Sabrina Calvo, et en film, vous pouvez penser à énormément de choses, notamment The Warriors de Walter Hill, ou Boys in the Hood de John Singleton. Et donc ces groupes, ces personnages, ils taguent, ils brodent, ils brûlent, ils dansent, ils se rendent visibles, ils rendent leur culture, leur colère visible. Et cette visibilité, ça fait peur ou ça fascine. On peut même imaginer des conflits entre factions, qui se règlent non pas par le combat, mais par des duels de style, des défis symboliques, des défilés où chaque panache, chaque masque, chaque glyphe compte. Et à partir de là, on peut très facilement imaginer des intrigues. Ces intrigues, ça peut être basé sur ce qu'on a évoqué, ou on peut partir plus loin. Par exemple, un personnage masqué, qui fait ses apparitions dans des parades urbaines. Chaque fois, il a un costume différent, fait pour cette occasion. Et chaque costume, ça semble être un message adressé à un groupe. Un avertissement, un appel à l'aide, un appel à la rébellion. Et il y a un code qui est dissimulé dans sa tenue, dans les motifs de perles ou dans les graffitis qui apparaissent sur les murs le lendemain. Un ancien chef de gang a disparu. Peut-être. Il aura emporté avec lui le dernier costume total. Une tenue rituelle, contenant non seulement l'histoire de son groupe, mais aussi la clé d'un réseau souterrain, d'un mythe, d'un secret, d'un lieu interdit. Là, on part d'un objet réel, une armure, mais ça peut être autre chose, un tableau, un costume, une sculpture, et on se pose des questions. Qui l'a créé? Qui le porte? Qui l'affiche? Pourquoi? Qu'est-ce que ça peut déclencher autour? Et tout peut partir de là. Ce type d'approche, inspiré par Ramelzy, fonctionne dans plein d'univers différents. On pense naturellement au cyberpunk. On peut imaginer des factions visuelles qui s'affrontent pour l'occupation de territoires symboliques ou des territoires physiques. Des groupes qui taguent des glyphes secrets, qui codent leur langage, informatique ou non, dans les murs. Ou même un personnage halluciné, sorte d'architecte déchu, qui parle en rime et construit des exosquelettes à partir de carcasses de drones. Une nouvelle fois, je recite Melmoth Furieux de Sabrina Calvo, qui est exactement là-dedans. Autre que le cyberpunk, on pense naturellement à ces histoires de super-héros. Des masques, des armures, des alter-ego, des récits codés, tout est là. On peut facilement imaginer un super-vilain ou un anti-héros directement inspiré de Ramelzy, utilisant la performance et le costume comme moyen de subversion. Mais plus qu'un vilain, moi je vois un super-héros. Quelque chose d'extrêmement politique, et on peut arriver à une histoire passionnante, je pense, à partir de Ramelzy, dans un univers de super-héros. Et enfin, le gros morceau pour moi, ça, ce qui est pour moi le moins immédiatement évident, l'univers médiéval fantastique. Et pourtant, le Moyen-Âge, c'est une inspiration essentielle pour Ramelzy. Il se contentait pas de plonger dans le futur, il revisitait aussi l'histoire, en particulier cette époque-là. Il s'intéressait aux enluminures, aux manuscrits codés, à l'alchimie. Il se voyait un peu comme un moine guerrier futuriste ou un alchimiste urbain, comme un personnage du Donjons et Dragons qui aurait traversé les époques. Et concrètement, en médiéval fantastique, qu'est-ce que ça donne? On peut imaginer plein de choses. Par exemple, un ordre de calligraphes guerriers qui manipule les lettres comme des armes réelles. On peut imaginer une magie des glyphes, des sigils, des alphabets oubliés. Un système d'écriture qui produit des effets sur le monde. Et là, on peut aller très loin. Imaginez un livre similaire au manuscrit de Voynich, au Codex Seraphinianus, un ouvrage interdit, rempli de glyphes mouvants qu'aucun érudit n'a jamais réussi à traduire. Sauf qu'ici, c'est peut-être volontaire. Et ces pages, si ce n'était pas
des mots mais des cartes, ou autre chose, des invocations, ou une grammaire oubliée du monde. Ou alors, imaginez si un moine copiste dans votre univers médiéval fantastique était en réalité un stratège, un mage de guerre. Et si l'armure d'un paladin contenait des fragments d'écriture interdite, dissimulés dans la gravure? Pourquoi pas? Si l'on jouait dans un monde où l'écriture sacrée est contrôlée par une caste, et où des rebelles, masqués à la Rammelsie, viennent en saboter la grammaire à coups de tags mystiques. Et là, on retrouve donc 2084. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire à partir de ça. Et pour moi, c'est juste une accroche. On peut pousser tout ça et arriver à créer un peu ce qu'on veut. Rammelsie, comme les Black Indians, nous rappelle que parfois les imaginaires les plus puissants naissent à partir d'un ancrage très fort dans le réel. Pas un réel figé ou documentaire. On le prend, on le torsade, on le démonte, on le réassemble, on le transforme en mythe personnel avec nos propres influences. Et on se retrouve comme ça à créer des mondes bricolés, superposés, qui ne respectent pas vraiment les créases, qu'en créent des nouvelles. Et c'est ça qui les rend féconds. Rammelsie, à ma connaissance en tout cas, il n'a jamais écrit de jeu de rôle. Et pourtant, son œuvre, c'est une véritable mine à ciel ouvert, qu'on a juste effleurée. Une mine que quiconque cherche à créer des univers riches, étranges, cohérents à leur manière. C'est pas un corpus à copier, c'est une invitation à penser, à créer. Et ce que je vous ai montré là, c'est aussi une méthode, une manière de faire circuler les idées, de mélanger les médiums, les esthétiques, les époques. Et cette méthode, on peut l'appliquer à d'autres artistes, à d'autres univers, même très différents, ou très proches. Je pense par exemple à Phase 2, proche de Rammelsie, pionnier du graffiti new-yorkais, inventeur du style Bubble, qui était lui aussi touche-à-tout, poète visuel, artiste, activiste graphique. Dans un genre un peu plus éloigné, je pense aux époux Poirier, dont je vous avais parlé il y a quelques mois. Un duo d'artistes dont le travail, quelque part entre l'archéologie fictive et la mythologie bricolée, entrait en résonance avec les mêmes obsessions de Rammelsie, les faux vestiges, les récits codés. Je pense aussi, enfin, à l'exposition Arabo-Futur qui s'est tenue à l'Institut du monde arabe il y a quelques mois. C'est une autre approche, un autre contexte, mais toujours cette idée de décentrer les récits de la SF, de penser des futurs qui ne partent pas toujours de la Silicon Valley ou de l'Europe. Bref. Là, il ne s'agit pas de recopier, il s'agit de s'inspirer, de s'éloigner du connu, d'ouvrir de nouvelles portes, dans le jeu de rôle ou ailleurs. Voilà. C'était un détour par le Bronx, par Trémé et par le palais de Tokyo. Si ça vous a inspiré, tant mieux. Le but, c'est un peu ça. Vous inciter à regarder ailleurs pour créer un peu autrement.